Il est des coins de France où la crise du Covid-19 a été moins difficile à vivre qu'ailleurs. Ça, c'est des récompenses. Alors, je vais enlever les choses. J'ai 2 cerisiers couverts de cerises. Pierre Sourza est un retraité qui habite le Lot. Là, il est en train d'en trouver une. Voilà. Là. Léo. Et le confinement, il n'en a pas vraiment souffert. On a profité du bon air. En plus, il a fait très beau au mois d'avril. Il a même fait sec, chaud. Et du coup, ça s'est très bien passé à la campagne. On était vraiment privilégiés. Léo. Calmos. Pierre n'a pas eu peur d'être touché par l'épidémie. À 68 ans d'ailleurs, il n'a jamais été vraiment malade durant sa vie. Sauf une fois, quand il était jeune. C'était il y a 50 ans. Une époque où le gel hydroalcoolique n'avait pas encore envahi les foyers français. Il n'oubliera jamais cette année 1969, une année de première totalement bouleversée. Au mois de décembre, moi j'ai tombé malade. J'étais un des premiers à tomber malade. Je sais que j'ai eu beaucoup de fièvre, voilà, et que rapidement j'ai eu la bronchite. Et donc, mes parents se sont inquiétés et le directeur, il a téléphoné à mes parents pour dire il faut rapatrier votre fils chez vous parce qu'il sera certainement mieux chez vous que dans le lycée. Le diagnostic, c'est une grippe, mais anormalement contagieuse et avec des symptômes étranges. Le médecin familial, il avait parlé d'anémie cérébrale parce que j'étais paumé, j'étais vraiment... mes parents étaient inquiets forcément, hein. Donc j'ai passé pratiquement un mois confiné à la maison. Hein. Cependant, il n'y avait pas que moi de malade. Hein. Étant donné qu'il y avait, je présume, un tiers ou un quart des élèves qui étaient encore sains au lycée, qui n'étaient pas malades, le directeur a pris la décision de fermer l'établissement. Hein. Drôle de coïncidence, Annie, sa femme, se souvient elle aussi très bien de cette année 1969. Elle avait 13 ans, vivait à 100 km de là et elle a les mêmes souvenirs. Des symptômes d'une grippe carabinée et une école totalement envahie par le virus. On avait de la fièvre, on avait des gros ganglions, on se sentait pas bien, on était quand même malade. On est revenu en cours quand même. On n'a pas vraiment fait cas en fait. Hein. Pas du tout. On n'a pas fait... non, on ne se posait pas la question. On n'était pas dans une situation, à risque, apparemment. En fait, Pierre et Annie ont été victimes d'une des plus graves pandémies du XXe siècle. La grippe de Hong Kong, qui tua plus d'1 million de personnes dans le monde et des dizaines de milliers en France. Ce qui est très choquant pour la grippe de Hong Kong, ce sont ces 25 000 morts en moins d'un mois quasiment. Très rapidement, donc ils étaient plutôt bleus, violets. Il y avait beaucoup de gens qui en mouraient. Que font les responsables politiques à l'époque? Nous avons eu beau fouiller dans les archives, il n'existe aucune mesure annoncée, pas même la moindre déclaration du président Pompidou. Un constat sidérant. Nous sommes en guerre. Pour nous qui avons connu des mois de combat national. Pourquoi à l'époque a-t-on ignoré ce virus? Et pourquoi aujourd'hui sommes-nous entrés en guerre totale? Nous allons vous raconter comment en 50 ans, les Français ont à ce point changé leur rapport à la santé. Tout commence en juillet 1968. L'ancienne colonie britannique, Hong Kong, est soudainement frappée d'une grippe particulièrement virulente. Très vite, on isole ce nouveau virus, appelé H3N2. Le voici au microscope. Il aurait été transmis à l'homme par les oiseaux. En quelques semaines, plus de 500 000 personnes sont malades dans cette seule région. Mais de Hong Kong, cette épidémie n'a que le nom.
si elle porte ce nom, c'est parce qu'on la découvre au moment où elle arrive à Hong Kong. Mais elle est née, j'allais dire comme 9 fois sur 10, dans la Chine centrale, à un moment où la Chine est totalement fermée pour cause de révolution culturelle. Donc de faits assez qui génèrent des déplacements de population importants, un peu de violence et qui favorisent en fait la contagion et la propagation des épidémies, dont la grippe de Hong Kong. De Chine, le virus atteint une partie de l'Asie du Sud-Est, puis l'Australie, le Japon et l'Inde. En septembre, c'est le Vietnam qui est touché. Et très vite, le virus traverse les océans pour atteindre les États-Unis et le Canada. Il faut dire que les Américains sont alors engagés dans la guerre du Vietnam. Au Vietnam Sud, il est vrai, la voix des armes se fait toujours entendre. Les Marines, qui en reviennent, ramènent avec eux le virus H3N2. On a enregistré 25 tués et 83 blessés dans ces rangs. Aux États-Unis, c'est durant l'hiver 68-69 que le virus se propage. Il tue en moins de 3 mois plus de 50 000 Américains. Les salles de classe se vident et le taux d'absentéisme atteint des records. Premièrement, nous savons que le virus de Hong Kong est arrivé chez nous. Deuxièmement, nous savons qu'une large partie de la population est touchée. Un virus qui va profiter du transport aérien pour se propager à travers le monde. Et la grippe de Hong Kong a même failli s'exporter très loin. 1 an avant le premier pas sur la Lune, les Américains envoient un équipage en orbite pour l'approcher et les astronautes souffrent de symptômes étranges. Eh bien, écoutez, pour l'instant, il est encore trop tôt pour faire un diagnostic, comme vous le disiez vous-même. Je pense que d'ici quelques instants, nous allons avoir une conférence de presse depuis Houston. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la grippe de Hong Kong, comme vous le disiez tout à l'heure. Je souhaite qu'il ne s'agisse pas de la grippe de Hong Kong. Le virus serait dans l'espace. Mais en 1968, il n'a pas encore touché l'Europe. À Paris, la Madame Grippe de l'Institut Pasteur, le docteur Cataigne, est formelle. Cette épidémie ne nous concerne pas. En France, il n'y a pas d'épidémie pratiquement en ce moment. Ni en Europe non plus. Il y a eu quelques cas qui ont été décelés en Angleterre et aux Pays-Bas, je crois. Enfin, il n'y a pas de véritable épidémie en France. Et la France ne se prépare pas du tout à l'arrivée du virus. Pourtant, l'année suivante, dès l'automne 1969, la grippe de Hong Kong s'étend sur le Moyen-Orient, puis s'abat sur l'Europe et l'Afrique. Bientôt, elle devient mondiale. Le sud-ouest tousse, le sud-ouest est grippé. En France, l'épidémie arrive par l'Espagne. Dans les Landes, l'école normale d'institutrices de Mont-de-Marsan a fermé ses portes jusqu'à lundi prochain. Le virus remonte par le nord pour frapper durement la ville de Lyon. Toutes ces victimes à travers le monde n'y font rien. On croit encore à une simple grippe due au froid. Moins 7 degrés pendant la nuit, vous sortez le matin, à tchoum, vous êtes grippé. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. 1 Français sur 4 a la grippe. Et on en plaisanterait presque. Somme toute, après 3 jours de grog, d'aspirine et d'édredons bien chauds, cela n'est pas si désagréable. Mais en fait, la réalité est dramatique. À l'hôpital Édouard Herriot, au sud de Lyon, les ambulances affluent et les morts s'entassent. À l'époque, le professeur Delamonica y était jeune médecin, en première ligne au service de réanimation. Pour lui, c'est au mois de décembre 1969 que tout a basculé. D'un seul coup, on a vu un afflux de patients qui arrivaient avec de la toux, un essoufflement, une détresse respiratoire, enfin comme des poissons qu'on sort de l'eau,
souvent crachant une espèce de mousse teintée de rose. Très rapidement, le service de réanimation a été envahi de ces personnes-là. Et évidemment, il y en a qui mouraient très vite. Les services mortuaires n'arrivaient pas à les évacuer pour les emmener dans les salles requises. Et donc, on les mettait au fond du service, dans une petite salle, où on mettait les brancards les uns à côté des autres, avec ces personnes qui malheureusement étaient décédées. Un témoignage qui résonne dans la France du Covid-19. En 1969, les hôpitaux français ont vécu le même cauchemar qu'en 2020. Pourtant, aucun décompte des victimes n'est effectué. Jusqu'à la fin du mois de janvier 1970, 1000 personnes meurent chaque jour de la grippe. Et ce n'est que bien plus tard que des épidémiologistes comme Antoine Flahault ont chiffré le nombre de morts français. On avait trouvé en 2003 31 000 décès en excès dus à la pandémie de Hong Kong en France pendant la deuxième vague de 69-70. Et puis, dans une deuxième analyse qui a été publiée, je crois, en 2007, on a pu rechiffrer, peut-être avec un peu plus de précision, à 35 000, le nombre de décès en excès durant cette même période de la deuxième vague 69-70. 35 000 morts. Comme le coronavirus, la grippe de Hong Kong a surtout frappé des personnes de plus de 65 ans. La France, à l'époque, était alors plus jeune. Pour Joël Coste, médecin et historien, si la démographie avait été celle d'aujourd'hui, la grippe de Hong Kong aurait été une hécatombe. Si on applique les taux de mortalité de la grippe de l'époque, à une population qui serait celle d'aujourd'hui, on aurait mathématiquement 2 à 3 fois plus de morts qu'on en a eu à l'époque. La grippe de Hong Kong, avec la structure de population d'aujourd'hui, ça serait entre 70 000 et 100 000 morts. Sans décompte quotidien, ni même mensuel des victimes, les autorités sanitaires se limitent à quelques déclarations laconiques. Revoici Madame Grippe en décembre 1969, un mois où le H2N3 a fait 20 000 morts. Une épidémie semble se dessiner dans le sud-ouest. Il y a quelques cas à Paris. Et je pense que nous commençons une épidémie. Mademoiselle, quel conseil pratique donneriez-vous à un grippé? Qu'ils se reposent, qu'ils prennent des boissons chaudes, non alcoolisées. Le professeur de la Monica se souvient que dans les hôpitaux, les victimes s'entassaient et les médecins se sentaient bien seuls. Ce qui était paradoxal aussi à ce moment-là pour nous, c'est que quand on sortait de là, dans la rue, personne n'en parlait, on ne voyait pas de masque. On savait juste que les transports en commun marchaient mal, que certaines écoles regroupaient des classes parce qu'il n'y avait plus de maîtres, enfin des choses comme ça, mais pas plus. À la télévision, on ne parle jamais de mort. En plein pic de l'épidémie, voici comment est traité le sujet. De toute façon, si on l'a, ben on l'a, hein. On peut rien y faire. Dans les journaux, seule la presse populaire lui consacre quelques articles. Jamais pour interroger le nombre de morts, plutôt pour évoquer les horaires des pharmacies de garde ou l'absence des cheminots. Les grands quotidiens d'analyse, comme Le Monde, traitent peu le sujet. Les articles du Monde sont peu nombreux, vous voyez. Ce ne sont jamais des articles de première page, jamais. Et qui dit, d'une part, cette grippe n'est pas si différente des précédentes, et donc il faut y faire face comme on a pu faire face aux précédentes. Et puis la grippe va passer. Pour les journalistes de l'époque, la grippe n'est tout simplement pas un sujet. Michel Cotta avait une trentaine d'années en 1969. Elle travaillait à l'Express. Je vais vous dire, c'est un peu pas croyable aujourd'hui. Moi, je n'en ai aucun souvenir. J'étais à l'Express à ce moment-là. Je vois personne n'en parlait.
Personne. Si, on parlait de la grippe, voilà, mais on parlait toujours de la grippe, mais sans dire que c'était une grippe spécifique, spécifiquement dangereuse, voilà. Il faut dire qu'à l'époque, les médias et les Français ont les yeux tournés ailleurs. Nous sommes un an après mai 68. Dès lors, manifestations et violences vont chaque jour se dérouler dans les rues du quartier latin. Monsieur, qu'est-ce qui vous a marqué cette année en France? Qui m'a marqué, moi, l'élection du président de la République. C'est les hommes sur la Lune, spécialement, qui m'a frappé. Moi, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de paix dans le monde, parce que les gens seraient beaucoup plus heureux. Le pouvoir aussi a la tête ailleurs. De la Légion d'honneur. Le président Pompidou vient d'être élu. Il a constitué son gouvernement avec à sa tête Jacques Chaban-Delmas. Ni l'un ni l'autre ne diront, ni ne feront quoi que ce soit pour lutter contre ce virus mortel. Robert Boulin est le ministre de la Santé. La grippe, ce n'est pas son sujet. Il est tout entier concentré sur sa réforme de l'assurance maladie qui provoque la colère des petits commerçants. D'ailleurs, quand il accorde un long entretien à la télévision, il n'est question que de cela. Eh bien, le projet que nous présentons à l'heure actuelle, d'abord, a un caractère positif par rapport aux critiques négatives qui sont toujours formulées. La seule trace d'une réaction de Robert Boulin date de janvier 1970, 2 mois après le début de l'épidémie. En pleine période de Noël, la grippe est la plus impitoyable. Et le ministre est interrogé par France Soir. Dans une courte interview, il dit s'être fait vacciner et encourage les Français à le faire. Cette interview a-t-elle un retentissement particulier ? Difficile à dire. En tout cas, à partir de janvier 1970, les Français se précipitent pour avoir un vaccin, sans qu'aucune politique publique ne les y encourage. Moi, je me souviens avoir été à Lyon, rue Pasteur, devant l'Institut Pasteur. Donc, à chaque extrémité de la rue, il y avait des policiers qui filtraient les gens qui se mettaient en ligne, en 3 ou 4 lignes. Et devant l'Institut Pasteur, on avait sorti des tables avec le matériel de vaccination et on vaccinait les gens à la chaîne, comme ça. Mais les laboratoires Pasteur et Mérieux fabriquant le vaccin n'en ont pas prévu assez. Et très vite, c'est la pénurie. Et il y a plus surprenant, le vaccin inoculé à la chaîne n'est pas adapté. Pour produire le vaccin de la grippe saisonnière de 1969, les chercheurs n'ont pas jugé utile de travailler sur la souche de la grippe de Hong Kong, pariant sur le fait que l'épidémie allait disparaître. Quand bien même cette souche était arrivée aux États-Unis, au Japon ou en Australie, bien plus tôt, les chercheurs de ces laboratoires n'ont pas cru que ce serait cette souche qui viendrait déferler sur le monde dans l'hiver qui allait suivre, et les 2 hivers qui allaient suivre. Un vaccin inefficace, des politiques aux abonnés absents, des médias peu concernés. La grippe de Hong Kong a tué des milliers de Français dans l'indifférence générale. « 50 ans plus tard, le coronavirus est une obsession nationale. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Ce moment de vérité, c'est aussi qu'on est... Mobilisation des services de santé comme jamais. On l'accorderait. Arrêt forcé d'industries entières. Hier en France, 1723 personnes sont passées aux urgences pour une suspicion d'infection Covid-19.
Notre pays tout entier a vécu au rythme d'un macabre décompte quotidien du directeur général de la Santé, en direct à la télévision. Et au plus haut sommet de l'État, c'est le temps des conférences de presse permanentes. Vous voyez sur la carte que les tensions sanitaires restent importantes dans la région Île-de-France. Le pouvoir politique a contraint les Français de 2020 à s'enfermer durant 8 semaines. Il a mis tout un pays en apnée, gelant totalement son économie. Des décisions radicales et inédites qui prouvent combien notre société a changé en 50 ans. Je crois que maintenant, plus aucun gouvernement ne peut, au monde, ne peut faire passer l'économique avant le sanitaire ou ne pas faire passer le sanitaire avant tout. Tout le monde a changé. La sensibilité générale a changé. Aujourd'hui, il est sûr que le prix de la vie humaine est beaucoup plus important, à nos yeux, sûrement, qu'à cette époque-là. Parmi ces changements, une vague venue des États-Unis dans les années 80. Sans laisser tomber la tête. Les 2 profs de gym les plus célèbres de la télé pouvaient faire du sport à plus de 12 millions de Français chaque dimanche matin. 15 ans après la grippe de Hong Kong, les Français sont séduits par cette tendance qui met en avant le bien-être, le sport et la nourriture saine. Plus qu'un phénomène de mode, le rapport au corps est en train de changer. La santé devient une priorité. S'ils sont exigeants par rapport à eux-mêmes, à se priver de bien manger ou à s'obliger à faire du sport, ils vont être aussi exigeants vis-à-vis de leurs dirigeants, de leurs médecins. Les progrès de la médecine vont conforter les Français dans l'idée qu'on peut repousser la mort. Mais c'est une épidémie des années 80 qui va placer l'État au centre de toutes les attentes sanitaires. Pour moi, la politisation de la santé est arrivée avec l'épidémie du VIH-Sida. C'est là où les médias se sont emparés du sujet, c'est là où les politiques ont été interpellés, c'est là où l'organisation du système de santé a été mise en cause. Et un scandale d'État fait passer les politiques pour la première fois sur le banc des accusés. L'affaire du sang contaminé fit plus d'1 millier de morts empoisonnés par des transfusions sanguines. Les services de l'État sont en cause. Les politiques sont obligés de monter au créneau. Après beaucoup de réflexions, nous avons décidé de rendre ce dépistage obligatoire. La généralisation qui interviendra rapidement représentera, je dois le dire à l'Assemblée nationale, un coût pour la collectivité d'environ 200 millions de francs par an pour 4 millions de dons du sang. Quand j'ai entendu Fabius expliquer et dire qu'à partir de maintenant c'était une épidémie, je me suis dit, et j'étais pas la seule, je me suis dit pourquoi est-ce qu'un Premier ministre se mêle d'un truc comme ça? Oui, c'est vrai qu'on s'est dit, ceux qui nous gouvernent ont un devoir de santé vis-à-vis de nous. Voilà. En 1999, l'ancien Premier ministre Laurent Fabius et les anciens ministres de la Santé, Georgina Dufoy et Edmond Hervé, comparaissent devant la Cour de justice de la République pour homicide involontaire. Laurent Fabius et Georgina Dufoy sont relaxés. Edmond Hervé est condamné. Moi, Hervé, c'est sûr, est coupable de ma contamination, mais il n'était pas le seul et... Premier du genre, le procès n'est que le début d'une longue liste. Du scandale des hormones de croissance à celle de l'amiante, les politiques et l'État ont dû rendre des comptes devant la justice. 30 ans après la crise de Hong Kong, même un thermomètre qui s'affole peut déstabiliser un gouvernement. En août 2003, la canicule s'abat sur la France. La chaleur finira par tuer 15 000 personnes. Et une image va choquer les Français. C'est celle de Jean-François Mattei, ministre de la Santé en polo depuis sa maison de vacances dans le Var, qui tente de se justifier. Au ministère de la Santé, avez-vous sous-estimé les conséquences sanitaires de cette canicule, notamment pour les personnes âgées? Je ne pense pas du tout qu'il y ait eu de sous-estimation. Pour sous-estimer, il faut être averti. Or, cette canicule n'était pas prévisible. Aucune plainte envers lui n'a abouti.
Mais 20 ans plus tard, l'ancien ministre garde un goût amer de cet épisode. Vous me demandez pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est une règle qui est racontée dans la Bible. Il faut un bouc émissaire quand il vous arrive quelque chose de grave. Il doit y avoir un responsable. Et d'ailleurs, c'est dans la fable de La Fontaine aussi, les animaux malades de la peste. Il fallait qu'ils trouvent ce pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal. Dans la crise du Covid, 80 plaintes ont déjà été déposées contre le ministre de la Santé et ses collègues du gouvernement, contre des hauts fonctionnaires aussi. À l'origine de ces plaintes, des médecins qui reprochent le manque de masques ou des citoyens qui déplorent l'organisation du premier tour des élections municipales et même des policiers atteints du virus. Aujourd'hui, prendre des responsabilités, c'est prendre des risques d'être devant la justice. Il est vrai que la judiciarisation va probablement conduire à une raréfaction de ceux qui veulent assumer des postes de responsabilité. Le monde s'est tellement judiciarisé que des multinationales qui s'estiment lésées par le confinement veulent attaquer des États qui ont imposé la mesure. Les politiques, préservés durant des décennies, sont désormais au cœur de la cible.